Bonjour à tous. Alors, écoutez, voilà, on va parler de projets digital aujourd'hui, de projets digitaux et des contraintes qui viennent se mettre en travers de notre route chaque jour et qui nous empêchent de réussir finalement le projet comme on a envie de le faire. Alors, je me présente, je suis Bertrand Maslow, je suis consultant SEO, SIA et Analytics. J'appelle ça mon triptyque magique parce que c'est vrai que je travaille sur ces sujets depuis un peu toujours, j'ai envie de dire. C'est la troisième fois que j'interviens ici au SEO Campus. Je suis un habitué, c'est un événement que j'aime beaucoup. J'ai créé ma société Volumium en 2011. Je fais beaucoup de pilotage SEO annualisé, des accompagnements à la refonte. J'adore évidemment le SEO. Je fais aussi sur la partie SIA, je suis toujours à la recherche de performance et du meilleur ROI possible. Donc c'est un levier que j'adore également, qui est très complémentaire avec le premier. D'ailleurs, j'avais fait une conférence ici en 2016 sur ce sujet. Et puis côté analytics, ça vient là aussi compléter l'acquisition SEO SIA. J'installe par exemple l'analytics en server-side, je paramètre les conversions, etc. Et ça me sert pour les deux autres leviers qu'on vient de citer. Voilà. Et auparavant, j'étais en 2007 jusqu'à 2011, j'étais consultant SEO dans une agence du groupe Publicis, Performix en l'occurrence. Voilà pour la présentation. Alors aujourd'hui, on va pas parler, c'est pas vraiment une conférence technique, même si on va voir quelques sujets SEO ou SIA d'ailleurs, mais on va voir des carrels, des carrels, des histoires vraies. Hein. Je vais vous raconter effectivement des histoires, mais des histoires vraies qui me sont arrivées, et on va voir quelles sont les contraintes et quelles sont les solutions également. On va avoir quelques tips, quelques idées, quelques solutions pour réussir un projet digital, pour lever les freins, pour gérer les clients difficiles, et pour gérer le PFH également. C'est un sujet très technique. Qui est-ce qui connaît le PFH? Personne connaît le PFH? C'est le putain de facteur humain. Donc, je pensais qu'il y en aurait, que vous seriez quelques-uns à le connaître. Putain de facteur humain, c'est ce qu'on gère un peu tous les jours, hein, tous. C'est un peu compliqué, et ceux qui le maîtrisent sont assez balèzes. C'est pas facile. Donc on va voir aujourd'hui quelques idées pour ce sujet-là également. C'est vrai que le PFH, on va le retrouver un peu tout au long de cette conférence. Et on terminera par 10 règles d'or. Qui, à mon avis, c'est peut-être subjectif, mais c'est des choses qu'il faut absolument appliquer quand on gère un projet digital. Voilà, et ce petit cerveau-là, c'est le symbole dans cette conférence de l'évangélisation. C'est un mot magique, un petit peu l'évangélisation, qui permet d'obtenir un petit peu ce qu'on cherche, que ça soit pour vendre un projet à un client, que ça soit pour lui faire comprendre là où on veut aller ou quelle stratégie on veut mettre en place. C'est un mot un petit peu magique et vous verrez que ça marche. Donc on va parler de projets SEO, SIA entre un client et un maître d'œuvre, que ce soit un consultant, agence, etc. Donc le SEO, c'est vrai que c'est un levier qui est complexe et qui est ingrat, on le sait tous, hein, puisque je pense qu'on est une majorité, ou peut-être 100% des personnes dans cette salle à œuvrer sur ce sujet. C'est un levier ingrat, c'est un levier complexe. Porter seul le SEO, c'est compliqué, bien sûr. C'est un levier qui a les contraintes du temps pour produire un résultat. C'est un sujet qui n'est pas prioritaire dans l'entreprise. Hein. On est perdu dans les méandres des sujets de l'entreprise. Il faut affronter là aussi le PFH, des personnalités difficiles, parfois toxiques. Donc, un exemple qui peut arriver, vous avez fait un magnifique plan de migration, puis au moment de la publication du site, vous vous apercevez que ça n'a pas été mis en œuvre. Et là, on vous explique, on va le faire bientôt, etc. Sauf que si y a des performances qui commencent à être moins bonnes, c'est vous qui serez un peu impliqué dans ce problème-là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Quelques solutions, types, idées, des premières solutions. Déjà, il y a un moment dans un projet digital, je pense qu'il faut oublier les emails, les WhatsApp, les visios, etc. Il faut se déplacer en vrai, il faut aller voir les gens physiquement. Il faut bouger pour expliquer et savoir expliquer et communiquer, expliquer son travail pour convaincre. Il faut évangéliser.
Pourquoi je disais tout à l'heure que c'est un terme un peu magique, l'évangélisation. Je vais vous donner un tout petit exemple qui, moi, m'est arrivé. C'est que je gérais un client depuis 2-3 ans et j'étais persuadé qu'il fallait mettre en œuvre des actions de netlinking pour ce client, de netlinking. Et donc, bon, au début, le client m'a dit non, on va pas le faire, je sais pas, je le sens pas, je comprends pas très bien, etc. Et au détour justement de nos échanges, des visios, d'appels téléphoniques, de textos, de je ne sais quoi, bah, je lui en ai reparlé plusieurs fois. Et finalement, ça a fini par rentrer dans sa tête. J'ai réussi à le faire rentrer dans sa tête qu'il fallait mettre ça en œuvre. Et on a mis ça en œuvre. Et moi, ça m'a permis d'avoir une prestation supplémentaire. Bon, mais c'est anecdotique. Mais surtout, lui, ça lui a permis d'avoir plus de performance. Parce que ça arrivait vraiment... c'était quelque chose qui était nécessaire. Donc, l'évangélisation, ça marche, franchement. Et puis, moi, l'idée aussi que je voudrais vous partager, c'est parler avec des KPI et changer un petit peu ces KPI. C'est-à-dire qu'on parle souvent, ou on a souvent en tout cas parlé de ranking, de trafic, etc. On peut parler avec d'autres KPI qui vont être plus parlants pour le client auquel on s'adresse. Par exemple, moi, il y a un KPI tout simple que j'aime beaucoup dans SEMrush, c'est le nombre de mots-clés détectés. Il m'est arrivé de prendre un site justement avec les mots-clés détectés entre les pages 1 et 10 de Google, avec 300 mots-clés, et de le faire monter à 9 ou 10 000 mots-clés. Donc ça voulait dire que potentiellement c'était tous des mots-clés indexés, même s'ils n'étaient pas tous en top position. En tout cas, on a également augmenté le nombre de mots-clés en top position, proportionnellement, et à taux de conversion égal, ben, ça a généré plus de ventes. Donc ça, c'est un KPI que j'aime bien. D'autres idées, ben justement le taux de conversion, bon là c'est peut-être plus compliqué parce que ça veut dire qu'on va devoir mettre en œuvre de l'UX, des choses comme ça. Ou alors une note un KPI entre autres, mais note de temps de chargement sur écran mobile par exemple, hein, on va vous faire passer de 40 à 60. C'est des idées à creuser. Ça peut être aussi des demandes d'exploration de la Search Console. Ça peut être aussi un KPI que moi j'aime bien, qu'on retrouve en SIA, qui est le taux d'affichage. On sait que c'est très compliqué d'avoir un taux d'affichage élevé en SIA, parce que ça sous-entend un gros budget et ça peut être compliqué d'être à 100% de taux d'affichage, alors qu'une top position SEO, finalement, elle offre 100% de taux d'affichage. Donc là, c'est un critère, c'est un KPI SIA qu'on va pouvoir appliquer au SEO. Je trouve ça intéressant. Avec tout ça, le PFH vient de marquer un point. Et il va malheureusement en marquer d'autres. Donc voilà. Alors, autre sujet, il y a un moment où on se retrouve un peu seul pour gérer un projet SEO. Alors, c'est une histoire qui là aussi m'est arrivée. En fait, j'avais un client pour lequel il y avait des contenus, mais il y avait surtout un nombre de photos incalculable sur le site. Et je me suis dit qu'il fallait absolument les optimiser parce que je savais que les clients allaient regarder ces photos de machines et chercher à voir à quoi ressemblaient ces machines. Et donc, je me suis dit, il fallait absolument que je les optimise, toutes ces photos. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne pour le faire. Donc, ça n'avait pas été vraiment prévu. Je me suis retrouvé un peu seul pour faire tout ça. Les performances du site n'étaient pas terribles parce que l'agence avait fait faire le site. Bon, je passe les détails. Donc, quelle solution on a pour faire ça ? Faire le travail soi-même, pas terrible, hein, c'est pas rentable. On va pas sur le bon, ou alors il faut avoir signé un bon de commande énorme, mais c'est pas possible. Et puis c'est pas, faut trouver d'autres solutions. Autre solution, bien borner le bon de commande pour se sécuriser et préciser par exemple qu'est-ce qui met en œuvre. Et éventuellement, bien sûr, même si c'est pour du SEO, prévoir la ligne budgétaire de mise en œuvre technique. Au passage, il y a tout un tas de choses qu'on peut marquer sur le bon de commande. C'est moi, par exemple, vous voyez, je mets prestations allégées au mois d'août. Il y a certains clients sur lesquels je mets ça. Le client, il est d'accord, il sait qu'au mois d'août, il va devoir moins m'appeler, moins me solliciter. On peut spécifier qui est le développeur, qu'est-ce qu'il met en œuvre, on peut exiger un taux minimum de mise en œuvre sur le bon de commande. Voilà, c'est une petite ligne. On peut même écrire à la fin du bon de commande, ou sur le bon de commande en petit, sous les prestations, réparation du site en cas de hacking non inclus ou mise à jour non inclus. Voilà. Donc petit truc comme ça, mais ce sont des idées pour se sécuriser. Alors le client râleur, alors lui aussi je l'ai rencontré. Qu'est-ce qui a déjà rencontré un client râleur ici ? Je pense qu'il y a peut-être plus d'une personne. Alors le client râleur, c'était quoi sa spécificité à lui ? Il mettait pas en œuvre les recos.
Il ne mettait pas en œuvre les recos. Ça, vous voyez la pile de recos, là, c'est ce qu'il recevait. Reporting, audit, analyse, email, voilà, sollicitations diverses. Il ne mettait pas en œuvre les recos. Par contre, il était exigeant. Il regardait les reportings et il voulait du résultat. Donc voilà, ensuite vous le relancez, les relances ne sont pas suivies d'effet, et puis finalement la relation se dégrade et à la fin il va vous rendre responsable des problèmes alors qu'il a rien fait ou pas fait grand chose. C'est un vrai cas de figure qui m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Là aussi, bien borner le bon de commande pour se sécuriser et demander par exemple une mise en œuvre minimum de 50% ou 60% des recommandations chaque trimestre. C'est une idée, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut faire. Et apprendre à gérer le PFH si c'est possible. Mais voilà, en tout cas on a encore le PFH qui vient de marquer un nouveau point. Pour le moment ça ressemble à un petit peu un score de match de foot, mais ça va peut-être ressembler à autre chose après. On va parler de langage maintenant. Le langage c'est important parce que c'est vrai que si vous vous adressez par exemple à un dirigeant d'entreprise et que vous lui parlez de siloing, de core update, de contenu, même contenu encore il risque de connaître, de benchmarker, de CSS, de maillage interne, il risque de ne pas savoir ce que vous voulez dire et vous avez la sensation de parler dans le vide. Vous avez la sensation qu'on ne vous comprend pas, qu'on ne vous écoute pas. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai créé ma société en 2011, j'ai expliqué à un de mes premiers clients, je lui ai dit, on va travailler sur vos micro-contenus et vos macro-contenus. Et là, il m'a dit, s'il vous plaît, vous pouvez parler français. Donc là, j'ai compris qu'il fallait que je remette mon langage... fallait que je me remette en question sur le langage que j'employais. Et du coup, j'ai fait attention à ça. Le danger, c'est là aussi, c'est les mots qui portent pas, le boss qui a pas vraiment envie d'adapter vos recommandations parce que tout simplement, peut-être qu'il les comprend pas. Donc, attention aux termes techniques, attention aux termes métiers. C'est vrai que nous aussi, on a l'habitude de parler avec des anglicismes et tout, mais attention, tout le monde ne comprend pas. Donc, quelques tips, changer de vocabulaire, attention aux anglicismes versus le français, et surtout adapter ces mots aux décideurs, si c'est un décideur, si c'est un commercial, si c'est un stagiaire, si c'est un développeur, c'est pas du tout pareil. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse pour adapter son langage. Maintenant, imaginons que vous avez fait cet effort de langage, vous avez peut-être l'impression que vos idées ne sont pas suffisamment adoptées ou retenues. Toujours là, c'est que le décideur, le boss, vous avez l'impression que ça ne porte pas, que on ne veut pas finalement on met pas en œuvre vos propositions, vos recommandations. Et c'est peut-être là aussi qu'on a affaire à un client toxique ou négatif ou qui veut vous faire trébucher aussi. C'est incroyable, mais finalement, il y en a des comme ça. Quelques idées. Alors, une idée à creuser, mais imaginons par exemple que vous adressez un vendeur de pneus en ligne. Un site de e-commerce qui vend des pneus en ligne. Alors, ils ont du Michelin, du Hankook, du Continental, du Uniroyal. Donc, l'idée, c'est d'aller identifier bien sûr les marques, les produits phares, les coûts par produit ou par marque, d'aller analyser les rankings actuels du site d'après vos analyses sur les produits principaux, les marques que vous avez identifiées, prioritaires, et à la fin de dégager à partir de là un gap de progression avec les marques à pousser, les produits à pousser. Là, si vous faites ça, finalement, vous allez parler à la personne qui est en face de vous avec ses mots à elle, ses mots à lui. Bien sûr, ça demande un investissement, mais c'est intéressant. Autre chose, savoir vulgariser son approche pour sortir un peu de l'aspect technique. Je vais vous donner un exemple que je mettais en œuvre auparavant. Alors je fais un petit moment maintenant, mais par exemple, je comparais la puissance des noms de domaine
avec finalement par exemple Georges Clooney qui a 10 sur 10 de notoriété, Alain Souchon qui a 5 sur 10 de notoriété, et Jean-Paul qui est chanteur dans le bar d'à côté et qui n'a pas de notoriété. Et donc je faisais des comparatifs pour expliquer ce qu'on allait faire et comment on allait apporter de la puissance au nom de domaine avec des actions par exemple de netlinking. Et ça, c'était une idée pour vulgariser, mais finalement je me faisais comprendre comme ça, et la personne elle comprenait que son site il n'avait pas assez de puissance et qu'il fallait avoir justement plus de puissance. D'autres idées pour se faire comprendre, qui sont peut-être plus originales ou plus difficiles à mettre en œuvre, mais c'est organiser un workshop, un atelier ou même un petit déj avec les gens dans l'entreprise. Ça va peut-être permettre que des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler échangent entre eux. Surtout, ils vont évoquer des problèmes entre eux et ils vont se répondre les uns les autres. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça crée une émulation dans l'entreprise et surtout on se préoccupe du sujet que vous proposez. Peut-être plus fun aussi, qui est là aussi pas très facile à organiser, mais une notion de jeu de rôle pour renforcer la cohésion dans l'entreprise avec un séminaire, dans le cadre d'un séminaire ou d'un événement. Bref, cette notion de jeu qui peut être intéressante à creuser. Alors notre PFH a encore marqué un point et alors on continue avec le client qui te demande l'impossible. Qu'est-ce qu'il y a la sensation ici qu'il y a un client qui lui a demandé l'impossible? Quelque chose de compliqué en tout cas. Pas vraiment. Moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est un client qui m'a demandé, il m'a dit en fait moi je veux squatter, je vais être positionné sur toutes les top positions SIA. Donc là c'était compliqué parce qu'il me demandait de prendre un risque. Il me demandait d'être en violation avec la politique de Google Ads. Donc il n'y avait pas beaucoup de solutions, prendre ce risque ou ne pas le prendre. Et le risque c'était aussi de perdre le client. Bon. Donc voilà, j'ai pas donné suite pour différentes raisons. Un autre cas de figure, je ne sais pas si vous avez cette sensation-là, mais quand on gère des clients, finalement, on retrouve souvent une statistique qui est que tous les 3 ans, tous les 2-3 ans, le client veut changer d'agence. Il veut changer, même si ça se passe bien à la limite. C'est assez bizarre, mais c'est une statistique moyenne. Donc, le client risque de vous dire le problème c'est vous et de votre fichue boîte si ça se passe mal, ou en tout cas il veut changer d'agence un peu, on ne sait pas trop pourquoi. Alors dans nos métiers, si on est en CDI dans une agence, il y a quand même du taf dans nos métiers, donc ça va, c'est stable, mais il y a peut-être des métiers où il faut savoir se remettre en question régulièrement parce que sinon on peut se voir pénalisé si on connaît une baisse de régime. Bon, c'est vrai que c'est pas trop le cas dans le digital. Quelques idées qu'on peut mettre en œuvre, proposer des nouvelles idées régulièrement. Et avec l'évangélisation qu'on a vu tout à l'heure, il y a certaines de vos idées qui vont être adoptées. Il y en a quelques-unes qui ne seront pas adoptées, bien sûr, mais il y en a qui vont être adoptées et du coup, vous allez marquer des points. Restituer son travail systématiquement, faire toujours acte de présence auprès d'un client. Moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas un client qui n'a pas de mes nouvelles pendant un mois. Donc ça peut être même un texto, un WhatsApp, ça peut être un mail. Donc j'essaye toujours de montrer que je suis là, que je travaille, parce que sinon le client peut penser, même si vous bossez comme des dingues, c'est ça qui est fou. Mais il faut montrer que vous êtes là. Je pense ne pas cacher ses outils, surtout pas cacher ses connaissances. On sait que les gens qui donnent le plus de connaissances, et le SEO Campus d'ailleurs c'est un peu l'esprit du SEO Campus, les gens qui donnent le plus de connaissances, c'est ceux qui reçoivent le plus. Donc il ne faut pas cacher ses connaissances, selon moi, et savoir se remettre en question en permanence, toujours creuser pour savoir comment devenir meilleur. On est meilleur aujourd'hui qu'hier et on est peut-être moins bon aujourd'hui que demain. D'autres idées, faire bénéficier ses clients. Ok, merci. Faire bénéficier ses clients des évolutions du métier, changer d'outils, pourquoi pas, des payants, des gratuits. Par exemple, en IA, il y a des nouveaux outils que moi j'ai pas encore testé, par exemple iKeys, qui a l'air excellent, ou TextBulker, Lexica Art.
Par exemple, si vous êtes un fan de Screaming Frogs, bon, pourquoi ne pas passer à SEOlizer, pourquoi ne pas passer sur du on-crawl en cas de signature d'un bon de commande un peu plus conséquent, parce que c'est pas tout à fait le même budget, il faut bien le dire. Sur la partie content, par exemple, si vous êtes comme moi un utilisateur de SEMrush, bon, ça peut être sympa de tester un outil français comme Rank Explorer. Puis il y a d'autres outils intéressants comme Answer de Public, bon, il y en a beaucoup. Et on a notre PFH qui a remarqué un point, parce que là on a eu un client qui est pas facile, même si on a fait du bon travail, il veut changer d'agence, donc il faut arriver à le convaincre, donc c'est compliqué. Le développeur qui n'est pas de ton côté. Alors ça, le développeur, c'est un élément, c'est une pièce maîtresse dans le digital et surtout dans nos métiers, bien sûr. Et il vaut mieux être copain avec lui. Il faut savoir le ménager, lui parler. Le problème, c'est que parfois les échanges peuvent être musclés avec le développeur ou avec son équipe. Il n'est peut-être pas votre allié. On lui demande de faire des choses. Parfois, il ne veut pas le faire. Parfois, il ne sait pas le faire. Et surtout, il ne se sent pas valorisé également. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Là aussi, communiquer et échanger in real life, en vrai, donc, oublier un petit peu les visios, etc., ou les emails, programmer un déj, aller fumer une clope avec lui, c'est des choses simples, évidemment, c'est pas technique, mais ça peut apporter beaucoup. Et puis à la fin, le féliciter publiquement. Ce développeur pour le travail effectué avec les gens, les responsables du projet, voilà, qui se sentent valorisés. Encore 2 ou 3 types de projets et de clients. Le client qui ne croit qu'au paid search. Moi j'aimerais bien lui vendre du SEO, mais il croit qu'au paid search. Le problème c'est que lui il explique que le ROI du SEO n'est pas immédiat, c'est en quoi il n'a pas tout à fait tort. Il est rompu à ce levier qu'il pratique depuis des années. Il veut des résultats immédiats, il n'a pas envie d'investir à perte pendant des mois, etc. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je pense qu'on peut lui parler son langage. Par exemple, tout à l'heure on parlait de ce taux d'impression sur le réseau de recherche, que moi je trouve très important, c'est un critère très important du SIA. Et finalement, une top position SEO, ça revient à un taux d'impression à 100%. Et encore une fois, c'est très très rare d'avoir des campagnes SIA sérieuses à 100% de taux d'impression. Donc là, le SEO est plus fort sur ce sujet. On peut parler de si on a pris la peine de programmer, de paramétrer les conversions de façon intéressante, ça peut être, on peut lui parler de coût par conversion, de conversion, etc. Et puis on peut aussi lui parler, par exemple, de pourcentage d'impression en top position. Et donc là, finalement, c'est des KPI qu'on retrouve dans les 2 leviers SEO et SIA. Une autre idée, c'est de lui proposer une stratégie SEO avec une roadmap priorisée pour bien lui expliquer concrètement et de façon un petit peu exhaustive et précise tout ce qu'on va faire. Donc en septembre, on va faire ça sur le plan éditorial, on va mettre ça en œuvre sur le plan technique. En octobre, on va faire ça. En décembre, on va commencer des actions de popularité, etc. Donc voilà. Alors ensuite, le client, alors lui aussi je l'ai rencontré, le client qui ne te croit pas. C'est un client qui était caractériel, très sûr de lui, trop sûr de lui d'ailleurs, qui discutait tout, qui refusait tout, et même pour changer une balise, j'aurais dû faire à chaque fois une étude sémantique de 200 mots-clés. Donc c'était compliqué. Et finalement, et en plus de ça, j'ai fait l'erreur de ne pas signer de bon de commande avec lui. Et là, j'ai appris après que lorsqu'un client n'a pas de bon de commande avec un sachant, avec une agence ou un consultant, finalement, en cas de procès, c'est le consultant qui perd, c'est l'agence qui perd. Donc, toujours signer un bon de commande. Et pourtant, c'est pas facile parce qu'il y a des clients qui, voilà, si vous bossez avec eux depuis 2 ans, moi je me souviens qu'il m'est arrivé d'envoyer un bon de commande 5 fois, mais le gars continue de bosser avec moi, mais il signe pas le bon de commande. Donc c'est un petit peu embêtant. Il vaut mieux toujours qu'il y ait un bon de commande. En tout cas, avec ce client-là, pour moi, il n'y a pas de solution. Clash. Clash direct. Donc c'était assez un petit peu violent. Mais voilà. Alors, quels sont les autres clashs possibles? Turnover, équipe digitale qui change.
turnover dans l'équipe avec, du client avec lequel vous échangez. Donc si vous n'avez pas de bon de commande, bon bah là finalement c'est mort. Le client qui ne veut pas payer, bah là c'est lettre recommandée, cabinet de contentieux, il n'y a pas trop de solutions non plus, évidemment. Donc là c'est clash aussi. Et on va voir un dernier client que là aussi j'ai rencontré il y a pas longtemps, et c'est le conservateur. Lui il pense que rien n'a changé et que rien ne changera. Alors c'était pour du SIA. Il était persuadé qu'en fait Google Ads était pareil en 2023 et en 2005 en gros. Donc il restait focalisé sur ses connaissances anciennes, il ne les avait pas trop remises à jour. Et donc il refusait de mettre en œuvre des nouvelles stratégies d'enchères. Il pensait qu'on pouvait vraiment contrôler très précisément les ciblages, ce qui quand même est moins vrai aujourd'hui, puisque le ciblage exact n'a plus d'exact que le nom. Il voulait caper les CPC à 50 centimes. Bon. Tout ça, ça ne peut pas donner, aujourd'hui avec l'outil Google Ads, ça ne peut pas donner des performances. Donc là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Solution 1, soit vous arrivez à prouver, parce que vous êtes balèze, vous avez un bon esprit, vous arrivez à convaincre, soit c'est un peu le clash. Et là, on a ce PFH qui continue de marquer un point, ce putain de facteur humain, donc pour mémoire. Voilà, c'était un panel de projets digitaux et de stratégies possibles, de conseils. Alors maintenant, 10 petites règles d'or que je m'applique à moi-même en tout cas. Personnellement, si on me propose un projet, et malheureusement même si c'est bien payé ou si c'est correctement payé, mais si je vois que je ne vais rien apporter, j'essaye de ne pas le faire. Parce qu'en fait, le problème, c'est d'encaisser. Et puis après, s'il ne se passe rien derrière, c'est pas bien, c'est pas bon. Donc j'essaye de ne pas m'engager dans un projet comme ça. Arrêter le vocabulaire, peut-être, en tout cas, essayer de remettre à jour son vocabulaire, arrêter le bullshit. Se rendre indispensable. Alors peut-être, ça peut être de multiples façons, par votre personnalité, peut-être, par des nouveaux outils, par l'intelligence artificielle, pourquoi pas, par des nouveautés. Et c'est vrai que notre métier, l'air de rien, les nouveautés sont constantes. Moi, j'utilise énormément Twitter pour tout ce qui est SEO et acquisition, même analytics. Twitter, c'est le réseau social que je préfère et ça n'arrête pas d'évoluer, franchement. Donc, se rendre indispensable avec des nouveaux outils, par exemple, ou alors en créant votre outil, pourquoi pas. Toujours signer un bon de commande avec des mentions légales rédigées par un avocat, si possible, puisque c'est là qu'on sera vraiment exhaustif. Bien borner le bon de commande, on a vu tout à l'heure comment, ça peut être de multiples façons. Restituer son travail régulièrement, toujours montrer que vous êtes là. Évangéliser, pour faire rentrer dans la tête de la personne à qui vous parlez. En méthode douce, c'est de la méthode douce, l'évangélisation, ça prend un peu de temps, mais évangéliser pour convaincre et pour réussir ce que vous voulez réussir, être force de proposition, se remettre en question en permanence, et enfin se marrer en se disant que le PFH, on ne peut pas faire grand-chose contre lui, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer, j'ai envie de dire. Voilà, j'en remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que quelqu'un a peut-être vécu une situation un peu similaire ou vous avez envie d'en parler ? Non. D'accord. On passe à la question mug, c'est ça ? Bon, je pense qu'on peut passer à la question mug. Quelle stratégie pour vendre une prestation à un client qui la refuse ? Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre pour vendre une prestation à un client qui la refuse ? Le petit cerveau rouge, souvenez-vous ? Ouais, je sais pas qui l'a dit en premier. Monsieur là-bas. D'accord. Bravo.